tu dis, c'est tout le travail, toute une carrière là, qui déroule devant tes yeux. Et tu dis, ok, petite carrière, attention, c'est petite carrière, mais tu es là, tu vas participer à la compétition la plus belle au monde. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Vous vous souvenez de l'été dernier, ces jours où la France entière vibrait à l'unisson, portée par la magie des Jeux Olympiques, un été de liesse, de frissons partagés, de moments suspendus. Aujourd'hui, je vous propose de revivre cette émotion collective à travers les yeux de Dominique, entraîneur de l'équipe de France de paravolley. Avec lui, on va plonger dans les coulisses des Jeux paralympiques, mais aussi dans un parcours de vie guidé par la passion, la transmission et surtout les rencontres. Bienvenue dans un épisode vibrant qui, j'en suis sûre, vous laissera comme moi avec un grand sourire. Avec Dominique, nous allons parler d'un appel inattendu qui a changé le cours des choses, de choix cornéliens pour constituer la bonne équipe et d'une déambulation nocturne inoubliable dans les rues de Paris. Bien bonjour Dominique et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline et merci de ton invitation. Écoute, je suis ravie, j'entends parler de toi depuis plus d'1 an maintenant au sujet des aventures qu'on va évoquer aujourd'hui que tu as vécues pendant les Jeux paralympiques l'été dernier. Donc je suis contente de te rencontrer aujourd'hui à Rennes pour cet entretien. Dominique, on va justement parler de ça. Tu es entraîneur en para-volley. Je précise que toi-même, tu n'es pas handicapé. Écoute, déjà, moi, la première question, c'est comment, lorsque tu étais jeune, tu as découvert le volley et dans quelles circonstances? De mémoire, là, j'ai toujours fait du sport. J'étais féru de tous les sports. Et très jeune, dès l'âge de 12 ans, j'ai voulu en faire mon métier. J'ai fait le service militaire dans les pompiers de Paris. C'était une deuxième passion. Quelque part, quand tu as une scolarité un petit peu chaotique, tu cherches des activités qui vont te permettre de prendre du plaisir. Et pompier, c'était pas mal parce qu'on faisait beaucoup de sport, on faisait des choses très variées. Le dimanche après-midi, on faisait toujours des matchs dans la cour de la caserne. J'avais une amie qui était joueuse de volley dans le club de ma commune. Et il cherchait un entraîneur. J'étais éducateur sportif. Enfin, je m'orientais dans cette carrière d'éducateur sportif à l'époque. Et voilà, donc ils m'ont proposé. J'ai découvert le volleyball. Le virus s'est emparé de moi et j'ai pu lâcher cette discipline depuis maintenant plus de 30 ans. Et puis avec mes amis d'enfance et d'ici, on a
On est retourné au club avec les copines hein, qui étaient déjà au volley. On est allé faire notre petite équipe de volleyeurs et puis on a joué, voilà. Et puis ça s'est enchaîné. Et puis quand cette partie de tout ce qui touchait aux pompiers s'est arrêtée parce que ça demandait un engagement important que être éducateur sportif et en même temps pompier c'était plus compatible parce qu'entre les gardes du dimanche, le coaching en sport, enfin voilà tout ce qui pouvait se cumuler, ça devenait trop. Donc j'ai décidé d'arrêter la partie pompier, de ne pas passer le concours professionnel. C'était dans le sport qu'il fallait que je m'oriente. Quand j'ai passé mon brevet d'État à l'époque, à partir de là, dès que j'ai eu mon brevet d'État, là je suis rentré j'ai pu devenir entraîneur et commencer ma carrière d'éducateur. Et donc, tu vas devenir éducateur sportif. Ça va durer combien de temps, cette expérience-là ? J'ai commencé en 94. Ouais. À partir de début des années 2010, je suis devenu entraîneur dans un club professionnel. Donc là, on parle vraiment d'entraîneur parce que on passe notre temps, mais on est quelque part des éducateurs aussi. On est quelque part. Alors oui, on est plus sur la performance. Oui, on est plus sur l'accompagnement. Enfin, leur apprendre à jouer ensemble plutôt que les développer parce que ce sont des joueuses qui ont déjà beaucoup de bagages, qui ont déjà des années de pratique. Je pense, et je reste même persuadé, qu'on est avant tout là pour les accompagner et les aider à se développer en tant que personne et en tant qu'athlète, bien sûr. Alors moi, j'avais la chance, j'ai trouvé très vite un emploi dans un comité départemental. Ok. Donc ma mission première, c'était de développer la pratique du volley dans les écoles, dans les clubs ruraux. C'était vraiment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde à venir pratiquer dans les associations. À ce moment-là, on considère pas vraiment les éducateurs sportifs. Les contrats sont très précaires et surtout c'est des temps partiels. Si tu veux vivre de cette activité, il faut faire des multi-contrats. Okay. Donc je me suis retrouvé dans 3-4 associations en même temps. Il fallait aménager l'emploi du temps comme on pouvait. Donc je travaillais le mercredi, je travaillais pour une commune tout près d'ici où je passais ma journée chez eux. Le soir, j'allais faire des activités dans un club à 20 km. La journée, je faisais des animations pour le comité départemental dans les écoles. Et il a fallu travailler dans plusieurs activités, plusieurs disciplines et avec plusieurs employeurs. 70% du temps, c'était quand même volley. Et puis, les 30%, c'était d'autres activités. Okay. Je pense que l'activité, ce n'était qu'un prétexte. C'est d'être avec les gens. J'ai eu la chance de côtoyer tellement de personnes différentes. Ouais, ça m'a enrichi. J'étais pas quelqu'un je pouvais faire le malin à l'école, je pouvais être un petit peu, mais j'étais quand même quelqu'un un petit peu réservé, assez timide. Je le suis toujours, je pense. Mais le fait de rencontrer ces personnes et puis de se dire, de toute façon, t'as pas le choix, t'es en face à face pédagogique, là, t'es avec eux, tu dois leur apporter quelque chose. Maintenant, fais-toi violence, garçon. Je pense que ça a été, oui, très très bien pour moi parce que j'avais besoin de ça pour grandir. Du coup, j'aimerais qu'on avance un peu dans ton parcours. Là, on a évoqué ces 15 années où tu as été éducateur sportif et puis à un moment, tu évolues dans ton métier et tu deviens entraîneur pro. Je crois que c'est auprès d'une équipe de femmes en volley à Nantes, c'est ça ? J'arrive à Nantes encore une fois par une ancienne joueuse qui était à Rennes, que j'entraînais à ce moment-là, qui part sur Nantes pour des raisons professionnelles et quand ses entraîneurs décident d'arrêter, elle dit moi je connais quelqu'un à Rennes, peut-être il faudrait lui proposer. À l'époque, l'équipe est en 2e division. Donc ça commence à monter. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'entraînais de la régionale. Donc elle me propose de venir entraîner en national. En 1re division, ouais. Voilà, à Nantes. Et là, tu te dis, non, mais là, c'est quand même une marche, quand même, c'est important, c'est jamais. J'accepte, quand même. C'est l'année, mon ex-femme attend notre 3e enfant. Donc on a eu des jumeaux 2 ans auparavant. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Et là, j'ai encore rencontré d'autres personnes, des personnes avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur des missions ponctuelles quelques années auparavant. Et donc, la ville de Nantes, pour des raisons de restrictions budgétaires, on va dire, décide, il y avait 2 clubs
professionnels à Nantes en volley féminin décident de dire, bah voilà, soit vous faites un gros club, soit il y a un des clubs qui n'aura plus la subvention. Donc ils font un gros club et il y a une personne qui arrive qui s'appelle Michel Janson, qui est un petit peu mon mentor, qui arrive à la tête de ce club et qui dit, il y a 2 entraîneurs, il y a Sylvain Quinquis qui m'a beaucoup apporté aussi dans l'entraînement. Sylvain Quinquis sera l'entraîneur adjoint qui va vraiment m'aider, et toi Dominique, tu as des compétences en préparation physique, apporte tes compétences au sein de cette équipe. Ça a duré 8 ans cette affaire, quoi. Waouh, ok. Donc tout en restant à vivre sur Rennes, c'était une super expérience et j'ai découvert un autre monde. Là, par contre, tu découvres autre chose. C'est plus... Parce que là, on est dans du sport de haut niveau, en fait, c'est ça? Ouais, okay. C'est du haut niveau. T'es toujours dans l'accompagnement des gens. Mais par contre, là, tu te rends compte qu'en fait, chacun a son projet personnel et il faut faire en sorte que tous les acteurs de ce projet-là aient la même envie, c'est la performance de l'équipe pour encore mieux se vendre pour les joueuses. C'était ça, en fait. C'est qu'elles, si elles voulaient avoir des gros contrats, il fallait qu'elles performent. Donc, tu fais tout pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent performer. C'était intéressant. Ma mission principale, c'était de faire en sorte qu'elles ne se blessent pas. Tu étais préparateur physique, une fois ce club fusionné, là, c'est ça? Ouais. Ok. Donc pendant les 3 premières années, c'était vraiment ce rôle-là, et puis les années suivantes aussi, mais avec un peu plus de mission dans le volley, dans l'entraînement, et dans le coaching. Mais c'était bien. Je ne regrette pas un moment de m'être dit quelques années auparavant, il faut que je franchisse ce pas, il faut que j'aille voir ce que c'est. Et ce nouveau challenge va t'emmener ensuite à Quimper, donc là, au cœur de la Bretagne. Et je crois que c'est lorsque tu es là-bas à Quimper, donc tu entraînes encore l'équipe féminine, c'est ça? Oui, toujours. C'est aussi le moment où tu vas découvrir le paravolley. Alors, comment ça s'invite dans ta vie, le paravolley? En fait, il y a eu 2 moments dans ma vie. Il y a eu l'accident de tracteur de tondeuse du fils d'un de mes amis. Bon, l'histoire, c'est il est sur le tracteur tondeuse. Son frère est en train de tondre la pelouse. Oui. Il tombe, il a 3 ans, à peu près, 3 ans, il tombe et malheureusement, la lame lui le blesse. Donc, il est amputé tibial. Et quelques jours avant, il est en train de courir et taper le ballon avec mes... Alors, il y a une différence d'âge, mais il jouait avec mes enfants. Donc là, on s'interroge. Les parents sont volleyeurs, sont des sportifs et tout. Tu dis, tiens, il y a le volley assis. Donc, on commence à regarder un petit peu ce qui se fait. Pourquoi pas plus tard. En fait, aujourd'hui, il a 13 ans. Il joue au volley debout avec sa prothèse. Et j'en suis très fier. Donc, il y a eu ce moment. Et ensuite, quand j'arrive à Quimper, effectivement, il y a un club, il y a un groupe qui joue au volley assis. Et je me dis, mais c'est génial ce qu'ils font. Donc, les gens sont super, c'est très convivial, tout le monde peut jouer. Il y a des hommes, il y a des femmes, c'est inclusif, c'est mixte, c'est intergénérationnel. Alors là, je me retrouve complètement dans cette activité et me voilà parti poser mes fesses sur le terrain et jouer avec eux. À ce moment-là, l'éducateur qui s'en occupe, en fin d'année, décide de partir. Okay. Et il faut quelqu'un pour reprendre cette section. Et moi, tout de suite, je dis, oui, bien sûr. Je travaille au club, je suis au club, c'est le lundi soir, j'ai rien à faire, pas de problème. Moi, je m'en occupe. Sauf que je n'ai aucune compétence dans cette discipline. Je suis pas du tout à l'aise, je maîtrise pas tous les codes de cette discipline. Le volley, c'est 2 équipes de 6 qui s'affrontent sur un terrain qui est séparé par un filet qui se trouve à 2,24 m pour les femmes et à 2,43 m pour les hommes. Le but du jeu, c'est de faire tomber le ballon dans le terrain de l'adversaire ou empêcher que l'adversaire nous le renvoie dans notre terrain. Et le volley assis, c'est la même chose sur un terrain plus petit avec un filet à 1,15 m pour les hommes. Et sinon, ce sont les mêmes contraintes, les mêmes règles. Mais le problème, c'est que quand tu es debout, c'est facile de te déplacer pour aller chercher un ballon. T'es plus agile, oui, voilà. C'est ça. Oui, t'es plus agile, t'es plus à l'aise avec ton corps. Sauf que là, t'as l'impression d'être un bébé de 6 mois, les fesses par terre, tu te déplaces comme un enfant à pousser avec tes jambes et avec tes mains. Et en plus, faut essayer d'empêcher le ballon de tomber par terre. Vraiment, au début, tu sais pas trop, voilà. Bon. Et c'est physique, j'imagine. Ah, c'est très physique. Très, très physique. Parce que là, on fait appel aux muscles des bras, les épaules. Ouais. C'est pas une activité sport santé, quoi. Si tu as des douleurs aux épaules, tu as les abdos qui, au départ, prennent cher, le dos, les adducteurs,
T'es dans une position qui est pas forcément très à l'aise, où t'es pas habitué. Voilà, on est tellement habitué à nos beaux coussins et au confort de nos canapés que là, ouais, ça change un petit peu. Donc il y a eu ça, cette découverte. Mais en plus de cette découverte, c'est vraiment l'état d'esprit en fait qui est. Ok. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc où toi, t'as tout de suite accroché. Ouais. Et encore une fois, ce qui fait que t'accroches, c'est l'humain, le côté plein de profils différents, la mixité de sexe, d'âge, de valide, pas valide. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout ça qui... Ah ouais. Pour moi, c'était le petit moment de plaisir, parce que quand tu es à côté t'as l'obligation de performance, de résultat, Là, il n'y avait pas d'obligation de performance, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y avait juste faire en sorte que les gens, quand ils partent de la séance, la seule chose qu'ils ont envie, c'est de revenir la semaine d'après. C'est génial. Et notre objectif qui avait été de faire perdurer cette section, on est passé on s'entraînait une fois tous les 15 jours on s'entraînait 2 fois par semaine, quoi. C'était devenu quelque chose on avait besoin de se retrouver dans le gymnase. Des fois, on passait plus de temps à fêter les anniversaires qu'à jouer au volley assis, ou au moins autant de temps. Mais oui, c'était ce fait de se retrouver tous ensemble. Enfin, j'ai découvert aussi une autre communauté. Derrière, ça m'a permis d'aller faire du surf à des paraplégiques, à aller toucher à d'autres disciplines, à aller aider sur des autres actions. Oui, c'est ça. Et donc là, puisque tu te découvres vraiment un grand goût pour le paravolet, tu te dis je vais aller me former et c'est comme ça que tu suis ta première formation en paravolet, c'est ça ? Ouais. Bah oui, j'avais besoin d'avoir des billes pour être plus à l'aise. En plus, ça m'a permis de retrouver une formatrice que j'avais connue quelques années auparavant dans un autre contexte de la détection des jeunes. Mais voilà, ça a été un super moment. Cette première expérience, elle a été un déclencheur de plaisir, d'envie de poursuivre dans cette voie, juste dans le club de Quimper, tranquillement, quoi. Sauf que c'est pas tout à fait juste tranquillement que ça va se passer. Cette formation, etc., va faire que tu vas être repéré au niveau de la fédération et tu vas être approché pour quelque chose de pas tranquille pour le coup. Bah oui, ça a été un petit peu la surprise. À la sortie du stage, les formateurs viennent me dire, mais ça t'intéresse vraiment le volley assis et le paravolet ? Je dis, bah oui, sinon je serais pas venu, quoi. Ok, et ça reste comme ça. Et toi, tu te poses pas de questions, en fait. Très naïvement... Non, aucune. On est en septembre 2019 et en juin 2020... Donc quasiment un an plus tard. Voilà. Donc toi, tu as oublié... voilà. Je reçois un appel de la formatrice, justement, et de la direction technique nationale pour me dire que l'entraîneur de l'équipe de France en poste à ce moment-là n'allait pas être gardé et qu'il cherchait un entraîneur qui avait une expérience dans le milieu professionnel, qui avait entraîné en pro, qui était intéressé aussi par le volley assis et qui se sentait capable d'accompagner l'équipe jusqu'aux Jeux de Paris. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non seulement là, on te parle de Jeux Olympiques, mais en plus, ça tombe pile sur les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Voilà. Et en fait, tu crois pas. T'étais dans quel contexte quand t'as reçu cet appel, toi ? On habitait un petit appartement pas très loin de Quimper. Mes enfants arrivaient la semaine d'après. Non, en week-end, le week-end d'après. J'ai dit, je sais pas, il faut que j'en parle. Je peux pas donner de réponse comme ça, mais oui, je peux peut-être être intéressé, mais par contre, il faut que j'en parle à mon employeur. Il faut que j'en parle parce que ça demandait du temps. Et tu fais quoi quand tu raccroches, là ? En fait, je suis complètement... je sais pas. Je vais voir ma compagne et je lui dis, tu sais pas ce qui vient de m'arriver, je viens de recevoir un appel et là, on sait pas. Ah ouais, très bien. Et alors ? Je dis, je sais pas. T'es sidéré, en fait, j'ai l'impression. Il y a un truc où t'es figé. Je sais pas. Il faut que t'intègres l'information, en fait. Ouais. J'attends que mes enfants viennent et j'ai on m'a proposé ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais attention, ça va me demander d'être parti. Ah, c'est rigolo. Tu fais comme une réflexion collective, en fait. Ouais, parce que mes enfants vivent à Rennes. Moi, je suis à Quimper. On se voit un week-end sur 2. Ils ont 14 ans pour les grands. Ils ont pas beaucoup vu papa. Ça veut dire que là, il va encore être parti un peu plus souvent, mais mes enfants sont comme moi, en fait, il n'y a que le sport qui compte. Donc du coup, pour eux, c'était non mais t'as pas encore dit oui. Non mais attends, je décide pas comme ça, quoi. Pour moi, c'était... Mais au fond de moi, je sentais ça m'appelait. C'est un petit peu comme quand je suis parti à Nantes, en fait. Oui. Il y a quelque chose qui me dit, mais si tu n'y vas pas, t'es trop bête.
tu le regretteras toute ta vie. Vas-y, il y a cette petite étincelle qui te dit, mais c'est là qu'il faut aller. Alors, mais malgré tout, il faut que j'interroge mes proches ou au moins des gens pour qu'ils me disent, n'y va pas, ou vas-y, fonce. T'as mis combien de temps à accepter entre cet appel-là de la Fédé et le moment où tu leur dis bon, allez. Ça a été quand même assez rapide parce que ils m'appellent, j'ai les enfants qui arrivent. Alors, 6 jours après, quelque chose comme ça, ou 7 jours après. Petite semaine. J'en avais parlé un petit peu à mon employeur. A fallu trouver l'organisation. Oui, il y avait de la logistique aussi, ouais. Ouais, je crois que 10 jours après, j'avais dit oui. Du coup, assez vite, tu t'es retrouvé dans ce rôle-là. Vous voyez à quel rythme avec les athlètes? Enfin, ça se passe comment, en fait? Parce que vous êtes en plus partout en France. Ah oui, on se voit. Donc, à ce moment-là, donc, je donne l'accord, on est fin juin. 10 jours après, je suis en stage avec eux à Arnes, dans le nord de la France. Et je découvre, on fait un stage de 4 jours là-bas, je crois. Oui, c'est ça. Et je découvre l'équipe. Donc, on a vu arriver en 2019-2020. Puis, il faut se rappeler du contexte, c'était quand même le Covid. Donc, c'était pas simple de faire des stages. On est monté crescendo dans le développement. Et puis, ça, c'était le côté, on va dire, bien. Mais il y a eu aussi le côté moins bien et plus difficile pour moi. Ça a été de dire à des gens que je n'allais pas les prendre, eux, ils étaient là depuis le début du projet en 2016-2017. Et 3 ans après, 4 ans après, j'en disais, non, t'as plus le niveau, je peux pas continuer, c'est trop dur, on va pas, voilà, et t'intègres d'autres personnes, et encore 1 an avant, tu dis encore à 2 autres, tu dis, non, je vous garde pas, et parce qu'on va partir qu'à 12, et qu'on est 16, et jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier que tu sors de la liste, parce que tu dois en emmener que 12, en fait. C'est le mauvais côté de ce rôle-là, dire aux gens que, non, ils sont plus dans le groupe, quoi. Et c'est pas forcément leur niveau, c'est pas forcément leur état d'esprit, c'est pas forcément. Tu crées un groupe, tu crées une équipe. Donc, il faut garder l'harmonie du groupe. Et malheureusement, parfois, c'est pas un problème de niveau, mais peut-être quelque chose. Ouais, ça peut être un problème de classification. Dans le parasport, tu as des classifications. Et nous, en volley assis, on a 2 classifications. Ok. T'en as une, c'est souvent des amputés. Tu peux en avoir autant que tu veux. Donc, si tu en veux 12, t'en mets 12, il n'y a pas de problème. Puis, la deuxième classification, c'est un handicap moindre, on va dire, mais ça peut être un pied beau, ça peut être des doigts en moins sur une main, ça peut être... Alors, quand on dit un handicap moindre, ça reste quand même un gros handicap. Ouais, oui, merci pour... Tu leur donnais des devoirs entre les stages? Enfin, ça se passe comment? Parce que je leur donnais des devoirs. On essayait de mettre en place, quand ils sortaient de là, on essayait de faire en sorte qu'ils reproduisent un petit peu ce qu'on faisait. Mais on s'est rendu compte que les clubs dans lesquels ils étaient n'étaient pas forcément structurés pour leur permettre de s'entraîner. Donc, ils s'entraînaient seuls. Souvent, ça a été difficile. Et on trouvait qu'on n'avançait pas assez vite. Donc là, on a mis un peu la pression aux joueurs. On leur a dit maintenant, voilà, il faut que vous identifiez des gens dans votre club qui puissent vous accompagner. Il faut vous entraîner plus. Donc, on a fait des programmes. Donc, la fédération a créé des compétitions nationales pour qu'il y avait déjà des petits challenges 4-4, mais c'était pas suffisant. Il fallait qu'on fasse du 6-6. Il fallait qu'on soit dans les mêmes conditions. Oui. Donc, tout ça, ça a été toute une réflexion avec le staff, les staffs, équipe de France garçons, équipe de France féminine, et puis les dirigeants de la Fédé. Question bête, mais les athlètes à ce moment-là, est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils continuent à avoir à côté? Ah ouais, ils ont une vie pro potentiellement à côté de la préparation des jeux. Ouais, ça c'est dur. Ça a été très dur pour eux parce que il fallait se libérer du temps. Alors certains avaient la possibilité d'être aidés par leur employeur, qui continue à les payer à temps plein, mais qui les mettent à 80% pour qu'ils puissent s'entraîner à côté. D'autres, j'ai quand même un orthoptiste, un kiné, avec leur propre cabinet, en fait. Pour eux, c'est compliqué de se détacher du temps. Et plus on avançait, l'année 2022, l'année 2023 ont été des grosses années avec des gros déplacements, des grosses compétitions. Et il fallait prendre sur leur jour de congé, il fallait prendre du congé sans solde, il fallait fermer le cabinet où il fallait prendre un remplaçant. Enfin, c'est un investissement aussi de leur part. Ça a été un investissement énorme. Et eux, ils avaient cette pression, peut-être de ne pas être au jeu. Ils savaient. Que la sélection n'était pas tombée. La sélection, elle tombe à quel moment? Elle tombe en mars 2024. On voit que ça monte, la pression, là, et puis certainement, j'imagine, une forme d'excitation, d'émulation. Ça doit être incroyable à vivre, là, cet avant-jeu, et puis de sentir l'échéance s'approcher, non? Oui, c'était énorme. Et à ce moment-là, on est 42e nation mondiale sur
42. Il n'y avait pas de pression de résultat. On devait montrer aux gens que c'était une discipline intéressante et à pratiquer. Ok. Et puis surtout, ils étaient combatifs, ils étaient investis, plus on approchait des jeux, plus on ressentait cette excitation, ce moment, plus on faisait de regroupements aussi, plus on se voyait. Après, ça a été les jeux, quoi. Et alors là, c'est... J'ai encore du mal des fois à le décrire, mais c'est une émotion, mais tu ne vis ça qu'une fois dans ta vie. J'ai vécu les 3 accouchements, c'est des moments importants, mais tu vis des choses, tu vis des gros moments. J'ai eu la chance de vivre des matchs de Coupe d'Europe, je vis de faire des finales de championnat de France, mais ça... Mais l'ambiance, les gens autour, mais tu as l'impression d'être... je pense que les joueurs pouvaient s'imaginer comme les footballeurs qu'on voit à la télé, là, qui sont adulés par le public. C'était Mbappé, quoi. Ils étaient reçus comme des stars. Voilà. Parce que donc là, vous arrivez combien de temps avant le début des Jeux à Paris ? On s'est retrouvés 15 jours avant dans notre camp de base à Vichy, là. Okay. On a fait un stage de 15 jours et après, on arrive à Paris le samedi, donc 4 jours avant les Jeux. Donc ça fait déjà 2 semaines que vous êtes ensemble dans une ambiance, j'imagine, ça doit être électrique, quoi. Ouais, parce qu'on n'était pas tout seul. Il y avait les triathlètes qui étaient là, il y avait les triathlètes américains qui étaient là aussi. Donc il y avait plusieurs disciplines. Vous avez un avant-goût déjà des Jeux là à ce moment-là. On a regardé la cérémonie d'ouverture, on était tous ensemble devant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et si on se rappelle, il pleuvait. Oui. Et là, nous derrière notre poste de télévision, et on voyait tous ces gens qui étaient heureux comme tout, et un spectacle magnifique. Et tu te dis, ouais, mais ça va être nous dans 3 semaines. Ce sera plus la même chose, tu vois, ce sera différent, mais on vivait par procuration quand même. Oui, bien sûr. Cet instant de bonheur dans notre petit coin là-bas. Ouais, c'était génial. Mais tu sentais que plus tu t'approchais, ça retombait pas en fait. Ça continuait, les gens continuaient. Et tu dis, oh là, ça peut peut-être. Il va se passer quelque chose. Ouais. Et ça se passe comment alors la cérémonie d'ouverture ? Parce qu'il y a une nouvelle cérémonie d'ouverture pour les Paralympiques. C'était place de la Concorde, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors ? C'était énorme. C'était une ambiance. Mais les gens étaient là. Nous, on est restés jusqu'à la fin. On avait fait le choix, alors qu'on jouait le lendemain, mais on avait fait le choix de laisser la possibilité aux athlètes de rester ou de repartir à la fin du défi et de pas rester au spectacle. Quelques-uns ont fait ce choix-là. Nous, on est restés. On est reparti, je sais pas, il devait être 23h30 pour récupérer notre bus. Mais il y avait encore plein de monde qui était en train et qui applaudissait, qui allait, et voilà, ils allaient faire la fête et c'était génial. Enfin, on était dans un état, mais tu dis c'est pas possible, quoi. J'en ai des frissons rien qu'à t'écouter. C'est incroyable. C'était un instant, tu te sens privilégié. Tu te sens, tu dis, c'est tout le travail, toute une carrière là, qui déroule devant tes yeux et tu dis, ok, petite carrière, attention, c'est petite carrière, mais t'es là, tu vas participer à la compétition la plus belle au monde. Vous êtes à la maison avec une ambiance de malade. Ça se passe comment, la compétition ? Ça se passe dans une ambiance de folie. Anecdote, on a un set qui nous fait très très mal. 2e match de la compétition, on joue contre l'Égypte et le score défile, on n'arrive pas à faire tourner, on est mené je ne sais plus combien à 2. On a marqué 2 points. Ah, ouais, ok. Et là, on marque notre 3e point. Et la salle, explose. Tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, je me serais endormi, j'en sais rien, je serais parti, je serais allé prendre un café. Mais non, les gens étaient là. C'était où ? Parce que je me rappelle que le volley n'était pas vers la Tour Eiffel ? Alors, il y avait le beach volley qui était à côté de la Tour Eiffel. Oui. Et nous, on était à Villepinte. Okay. Dans le parc des expos de Villepinte. Okay. Donc, on était excentrés, on était tout seuls. Il n'y avait pas d'autres disciplines autour de nous, donc les gens ne venaient que pour voir du volley assis. Et là, il y avait un monde pas possible et une ambiance... notre premier match, il y a plus de 4500 spectateurs. Pour te donner un ordre de grandeur, 4500 spectateurs, ça avait été à l'époque notre record à Nantes sur un match de championnat, il me semble, 10 ans auparavant, pour un match de championnat féminin. Alors maintenant, ils ont un peu augmenté, tant mieux. Et nous, on se retrouve dans le même cas de figure, quoi. 4500. Alors, autant moi, je l'avais vécu en tant que coach et adjoint encore, mais mes athlètes, jamais les joueurs de l'équipe de France. Jamais. On avait joué à Caen un match devant 1800 élèves de primaire.
Ça fait du bruit, hein, attention. Mais Oh, j'en doute c'est pas. quand même pas la même Mais chose. non. Et là, en fait, tu dis, même contre l'Égypte, alors que vous êtes mené et que vraiment c'est dur, bah en fait, là, vous marquez un point et puis... Ouais, puis ça s'embrase et puis c'est ça, c'était. Et les gens étaient mais d'une bienveillance, d'une sympathie, enfin voilà, la fin des Du coup, matchs, les gens, ça, ils ça viennent vers applaudissait. vous quand vous êtes dans les rues, là, Ah. enfin... Ah oui, non mais c'était pour les athlètes. Alors pour nous, c'était quelque chose d'énorme, mais tu restes quand même, le staff reste toujours un petit peu en retrait. Et ça me va bien. Dans l'ombre, oui, toi, t'aimes ça, hein. et les athlètes, ils ont fait quand même plateau télé. Eh oui. Ils ont fait, malgré à la fin de la compétition, au Club France, il y avait tous les athlètes qui étaient médaillés, qui Oui. passaient. Il y avait un Oui. monde fou et tout. On a eu cet honneur-là aussi à la fin de la Oh, compète. ouais. Avec les deux collectifs, les gars, les filles, les staffs. Alors ça, c'est pareil, c'est la chair de poule. Tous ces gens qui sont en train de t'applaudir alors que tu as fini dernier de la compète. Mais c'était pas ça l'important, c'était vraiment le Oui. moment. Ouais, c'était cette communion entre le public, les athlètes, toute une discipline. Parce que en même temps, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les marques de sympathie de nos adversaires. Le public, c'était énorme. Enfin là, c'était à la fin des matchs, quand les adversaires viennent te saluer et te disent des mots réconfortants ou félicitent parce qu'ils ont vu tout le travail qui avait été Et mis oui, en ils place mesurent ça, eux. et la qualité de l'organisation, parce que là, du coup, tu reçois aussi les lauriers de la qualité Eh de oui. l'organisation à Eh la oui. française. Et ben là, ça fait... Vraiment, je t'écoute, j'en ai les larmes aux yeux. Ça me replonge dans cette ambiance en plus de JO que même à vivre à travers les écrans, qui était incroyable. Donc, qu'est-ce que vous vous racontez pendant ces 2 semaines de compète quand vous êtes entre vous là pendant les repas et tout, parce que c'est T'es comme un enfant dans un magasin de jouets ou un magasin de bonbons, ça dépend des enfants. ou les deux. Allez, Ou là les il y avait deux. les deux. Voilà. Bah, tu vas vers les idoles, en fait. Tu croises, tu vas faire. Alors, moi, j'ai eu la chance de croiser Yannick Noah, qui était le wow. sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe de France de paratennis. Donc, du coup, il est venu. Alors, eux, ils n'étaient pas logés. Enfin, lui n'était pas logé au village Oui. paralympique, mais ils étaient à Roland-Garros. Mais du coup, ouais, bah, tu croises, tu discutes avec lui. Voilà, tu vas danser avec lui sur le stade à la cérémonie de clôture. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Tu vas manger. Il y avait un énorme restaurant, enfin plusieurs restaurants, mais un énorme lieu de restauration. Tu te retrouves avec des sportifs qui ont 3, 4, 5 médailles paralympiques, qui font leur 7e jeu paralympique. T'échanges devant un café. Pour moi, j'étais un enfant dans un magasin de sport. Et c'est dire. Ah ouais. Tous les moments étaient importants. Ouais. Le village, mais c'était quelque chose d'impressionnant, de magnifique. Sûrement. Tu prenais ton vélo. Enfin, c'est comme ça que je vois la vie, moi. Il y avait un vélo qui traînait là. Le vélo, il est posé. Tu prends le vélo. Tu vas faire un tour dans le village, tu reviens, tu poses le vélo ailleurs, il y a quelqu'un qui prend, il part, il va avec le vélo. Et c'était comme ça. Et tu sors, t'as plus ton vélo, tu t'en fous de toute façon. Tu vas récupérer un autre, tu vas faire le tour, et puis ça reste, tu restais dans ton petit village là. Et ça, c'était génial. Et puis t'arrivais, tu voyais quelqu'un qui regardait un petit peu, tu lui demandais dans un anglais approximatif ou dans une autre langue s'il voulait un vélo pour se déplacer. Et tu faisais ah bah oui, très bien. Hop, tu laissais le vélo, toi tu finissais tes quelques mètres à pied ou n'importe. T'allais chercher un café pour les bénévoles. Il y avait une communion hallucinante en fait. Hein. Les gens étaient là pour toi, t'aider, faire en sorte que tu performes ou pas, t'accompagnes, quelle que soit ta discipline, quel que soit ton statut. Et en même temps, bah, nous, avec Thierry, mon adjoint, notre plaisir, c'était le matin. Surtout, lui, il était un peu plus tôt que moi. Son plaisir, c'était le matin, c'était de se lever, c'était d'aller chercher 2 cafés, d'en prendre un pour lui et d'en déposer un au bénévole qui était là. Au premier qui était là, et lui donner le café. Voilà, ils échangeaient pendant 5 minutes et après, on se retrouvait, moi, j'arrivais un petit peu plus tard, on se retrouvait, on retournait prendre un café ensemble, on allait prendre notre petit-déj, voilà, on allait croiser. Et puis surtout, t'avais des gens, mais de partout, t'avais des bénévoles qui venaient de n'importe quelle région, mais t'avais des bénévoles qui venaient d'Amérique du Sud. Ah oui. En l'occurrence, dans le volley assis, par exemple, quand on allait à l'entraînement, il y avait une Colombienne qui était là et qui était en plus arbitre de volley. Donc, t'échanges avec elle, comment ça se passe là-bas, c'était incroyable. Tu t'imagines même pas, on a passé 15 jours là dans le village. Tous les jours, c'était encore un pur moment de bonheur, quoi. Les gens étaient, enfin, que ce soit
la police qui nous accompagnait, parce que bon, tu parlais de tout le monde, et la police qui nous accompagnait dans le bus quand on se déplaçait, mais enfin, voilà, ils étaient toujours hyper souriants, heureux aussi. ils étaient heureux, les gens klaxonnaient, enfin, c'était pas des klaxons comme on a pu en voir le lendemain quand on a quitté les jeux, et où là, c'est bon, et pousse-toi de là, je dois passer, tu vois. J'ai l'impression que là, vous avez vécu dans un univers parallèle. Oui. Complètement. Enfin, il y a un truc là de déconnecté, de bisounours à fond. C'est ça. Qui est magnifique. C'est incroyable. Ouais. J'imagine que là, tu décris un univers incroyable, mais quand on voit arriver la fin, là, des JO, est-ce qu'on déprime avant même la fin à se dire, ah là là, mais laissez-nous ici, quoi. Ouais. Déprime, c'est carrément ça. On partait le lundi, enfin on quittait, les joueurs pouvaient quitter à partir on avait ouvert la porte à laisser rentrer s'ils voulaient, parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble, à partir du vendredi. Donc certains n'ont pas fait la cérémonie de clôture. C'était le dimanche, la cérémonie. C'était le dimanche, ouais. Et en fait, on est rentré de la cérémonie de clôture avec Thierry, mon adjoint, et on s'est promené dans le village. Alors d'abord on est allé au Club France, voilà, quand même profiter du Club France une dernière fois. C'est incroyable. Et puis ensuite on est rentré au village. Je crois qu'on a erré dans les rues du village jusqu'à 5h du mat. Pour ne rien perdre. Voilà. En refaire une photo sur les Agitos qui est le logo des jeux qui était dans le bas de un peu en bas de la rue de notre résidence. Et on est allé faire des photos. Et on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait 2 athlètes. On a échangé 2 athlètes d'équipe de France de triathlon. Et donc on a échangé avec eux. Quand on décide d'aller se coucher les 5h du mat, quoi. Mais parce qu'on sait que le lendemain matin, il va falloir se lever. Finir les valises et puis partir. Moi, je sais plus, je prenais un train vers 13h ou midi, quelque chose comme ça, quoi. Donc on a essayé de vivre le truc jusqu'au. Là, c'était dur. Mais t'as encore les frissons de la cérémonie de clôture. Mais oui. T'as encore ça et tu veux profiter à fond du truc. Et encore aujourd'hui, il y a des musiques de cette fameuse cérémonie. Oui. Quand je l'entends, je suis tout seul dans la voiture, mais ça te saisit. Ah ouais, tu ressens enfin voilà, tu te retrouves dans le même atmosphère. Mais oui. Alors, la cérémonie d'ouverture, c'était impressionnant. Tu avais l'impression de partager un sentiment de bonheur avec le monde entier, là. Tu dis, waouh, ouais, c'est comme ça que la vie, elle devrait être. Et alors, la cérémonie de clôture, mais c'était, alors, t'avais le fait que ça allait se terminer. Oui. Mais c'est pas grave, quoi. Tu vivais un autre moment. Enfin, moi, je me suis. Et à fond, encore. Et à fond, ouais, je me suis payé le luxe. Alors, il faisait pas très beau, mais de faire un tour de piste du stade du Stade de France et d'aller saluer des adversaires de la compète et d'échanger avec eux et d'entendre des mots c'était magnifique, c'était une super organisation, on a passé un très bon moment et pourtant en l'occurrence j'étais avec les Allemands qui ne sont même pas sur le podium, qui terminent 4e au pied du podium et qui peuvent être déçus. Ouais. Et en fait, non, j'étais. Enfin, oui, j'ai l'impression, d'ailleurs, tu l'as évoqué hyper rapidement tout à l'heure. Là, le résultat, on s'en fout. Enfin, c'est pas le sujet, hein, vraiment. À ce moment-là, non. À ce moment, non. Non, je pense que à la fin du match, il y a la performance. T'as gagné, t'as perdu. T'as la médaille, t'as pas la médaille. Tout le monde est heureux. Mais alors, 2 jours après, c'est pas ce qui reste. Ah ouais, c'est l'instant, le moment présent là qui prime. C'est ce moment de convivialité, ce moment de. Et moi, j'ai choisi ce métier-là pour ça. Ah bah là, t'as eu un concentré de tout ce que tu attendais de son métier là, mais du coup, c'est comment le retour à la vie normale, parce que moi, j'avais fait le choix de reprendre le travail dès le mardi. Donc tu rentres le dimanche, je rentre le lundi, dormi, rien du tout. Voilà, je rentre le lundi, j'arrive. Il y avait une petite soirée, un petit apéritif organisé par la ville de Rennes dans le cadre de l'Open de tennis où je suis invité. Donc le lundi soir, là, et je demande à ma compagne Amélie, je lui dis quand tu vas venir me récupérer à la gare avec toutes mes petites valises et tout, ça te dérange pas, on va passer dire un petit bonjour et quand même. Et donc direct je me relance dans le bain parce que quand t'arrives, t'as bien sûr les gens qui te posent plein de questions sur les jeux, mais t'as aussi les gens qui disent tiens, demain est-ce qu'on peut pas se voir pour faire tel ou tel truc. Ouais, la vraie vie. Et là voilà, tu repars dans la vraie vie et là c'est parti et quelque part je regrette pas. Si ce n'est que je me suis senti très très fatigué à partir du mois d'octobre. Mais on a eu la chance, c'est que 15 jours après,
Tu vois, je rentre le lundi, mardi, 15 jours après, je retourne en stage avec les joueurs de l'équipe de France. Ah, génial. Donc on se retrouve et là c'est un autre moment et ça relance et on relance notre saison parce qu'on avait encore 2 compètes à faire. Okay. Donc on relance la fin de saison. Donc on a eu ce petit moment aussi à nous après qui était différent des jeux. Mais oui, mais c'est un peu intime là tout d'un coup. Et puis là, j'ai l'impression que ce truc-là que vous avez partagé, on peut en parler comme on est en train de le faire, mais ça a créé entre vous ce lien, quelque chose qu'on peut pas comprendre en fait quand on n'y a pas été. Non, eux et nous, parce que clairement, on est liés par ça. Quoi qu'il peut se passer maintenant, il y a des gens qui sont pas venus sur l'autre compétition, qui n'ont pas été convoqués ou qui ne pouvaient pas pour des raisons professionnelles, familiales, après tout ce qu'ils avaient fait, qui ne sont peut-être plus dans le projet maintenant ou plus tard, mais on est quand même liés par ça. Là, on est bientôt 1 an après, ce qui est quand même encore assez récent. Qu'est-ce que tu en gardes encore pour toi de cette expérience-là incroyable ? Qu'est-ce que j'en garde ? Tout. J'ai pas un moment privilégié. Tout ce qui s'est passé depuis juillet 2020 jusqu'à encore le stage qu'on a fait il y a 8 jours. Parce qu'on a encore reparlé de ces moments-là. Les bons comme les moins bons. Parce qu'à un moment donné, on fait aussi de la compétition. Il y avait des choses à se dire après cette compétition. Parce qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on était capable de proposer. Donc, il y avait tout ça. Mais malgré tout, je sais que quel que soit le rôle de chacun dans ce groupe, tout le monde a donné le maximum et a vécu, et j'espère que c'est la même chose pour eux que pour moi, c'est-à-dire on a donné le maximum et on a vécu un moment tous magique, même si tu as eu un peu moins de temps de jeu, même si tu as eu un peu si tu as eu un peu de frustration parce que tu n'as pas eu la performance que tu souhaitais. Évidemment, moi j'ai été hyper frustré de notre résultat, mais quelque part... ça reste quand même un moment magique, quoi. Tu vois, là, je t'écoute, c'est pas du tout ce que je retiendrai de notre échange. Le résultat, toute cette magie-là qui est tellement communicative quand tu m'en parles, là, même quelques mois plus tard, tes yeux qui brillent, là, et vraiment, c'est très communicatif et c'est incroyable. Enfin, j'ai l'impression que c'était comme une bulle magique. Une opportunité qui se présente effectivement une fois dans une vie et encore pas dans toutes les vies. Enfin, tu vois, tu fais partie des chanceux qui l'ont vécu. Donc, merci de nous avoir un peu entrouvert cette porte-là pour capter ce que vous avez pu vivre de l'intérieur et qui est magique, quoi. Je vais devoir conclure et te poser mes quelques questions rituelles. Donc là, c'est un peu comme le post-JO. On revient sur Terre, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ton cheminement à toi personnel ? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui reste peut-être mon livre de chevet, c'est les 4 accords Toltec. Celui-là, je l'ai découvert tardivement. Je l'ai découvert quand je me suis mis vraiment comme entraîneur pro. J'étais quelqu'un de différent des entraîneurs qui pouvaient être très durs ou voilà, moi je suis pas quelqu'un de dur, j'essaie d'être dans l'accompagnement. Et ben voilà, ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé aussi à... Et oui, même dans ta posture d'entraîneur, en fait, avec ces 4 grands accords. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as un rituel bien-être qui t'accompagne au quotidien, en dehors de faire beaucoup de paravolets et de sport ? Je le fais beaucoup moins, mais j'aimais bien mon petit temps de méditation. J'arrive à le garder à l'approche des matchs, des compétitions. J'ai un temps de méditation. Voilà, ça c'est quelque chose. Ça me permet de plus vite récupérer. Génial. Et j'adore ça. C'est ma compagne qui m'a fait découvrir la méditation et en fait, des fois ça la fait marrer parce que je m'endors apparemment. Ça arrive. Mais c'est un moment de détente et Ouais, ma dernière question, Dominique, est-ce que tu es heureux ? Ah oui. Oui, très heureux. J'adore ce que je fais. Je suis accompagné par des gens aimants et bienveillants tout au long autour de moi, là, proche de moi. Donc, je suis heureux, ouais. Et j'aimerais aider les gens aussi à l'être encore plus. Merci à toi, Dominique, et puis un grand merci à ta conjointe que tu as évoquée plusieurs fois, Amélie, qui compte aussi pour beaucoup dans l'aventure de la petite voix, puisqu'elle m'accompagne depuis bientôt 2 ans sur la petite voix, et elle est toujours dans l'ombre. Donc là, pour une fois, on la met un peu dans la lumière, et donc merci à vous deux. Voilà. Merci beaucoup, merci. Un grand merci, salut. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. For your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates